Alors, bonjour à tous. Donc, à la fois ici, dans cet auditorium à Pierrefitte-sur-Seine et en ligne. Merci Anna et merci Patrick pour cette intervention qui, moi, va me permettre de prendre la suite et de vous présenter plus précisément les fonds des Archives nationales en matière d'environnement. Alors, dans un premier temps, je souhaiterais revenir un petit peu sur l'institution, vous la présenter brièvement, ainsi que nos missions. Donc, les Archives nationales sont une institution qui existe depuis 1790 et on conserve des fonds qui datent de l'époque médiévale jusqu'à nos jours. On est basé sur 2 sites, donc le site de Paris dans le Marais, qui conserve les fonds les plus anciens, donc de la période médiévale jusqu'à la Révolution française. Et à Pierrefitte-sur-Seine, nous conservons les fonds donc post-révolution jusqu'à nos jours, et donc majoritairement des fonds publics et également des fonds d'archives privés. Donc, voilà pour la présentation des Archives nationales qui a pour vocation de collecter, de conserver, de décrire et de communiquer, valoriser les fonds dont on a la charge. Alors, parmi tous ces fonds, on trouve bien sûr ceux qui ont trait à l'environnement et qui sont conservés donc majoritairement à Pierrefitte-sur-Seine. Alors, le terme même d'environnement est un terme anglo-saxon, il est assez tardif. Il est employé en France à partir des années, surtout à partir des années 60. C'est assez récent, ce qui pourrait nous faire penser que les archives liées à l'environnement sont récentes aussi, d'autant plus que la création d'un ministère dédié ne s'est faite qu'en 1971, avec le ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement. Donc, effectivement, on peut penser que les fonds sont plutôt récents, mais malgré cela, en fait, on a des fonds qui sont beaucoup plus anciens et qui peuvent intéresser les historiens en histoire de l'environnement. Mais ces sources sont beaucoup plus dispersées, donc elles nous apprennent des choses de façon détournée. Alors, pour nous aider à repérer ces fonds donc plus anciens, on a notamment les 3 ouvrages d'André Corvol, donc sur le 18e, 19e et 20e siècle, qui sont des guides des sources qui reprennent en fait tous les fonds d'archives, à la fois aux Archives nationales, mais aussi dans d'autres centres d'archives, notamment dans les archives départementales, et ce jusqu'aux années 40-60. Ces ouvrages-là nous permettent d'avoir une vision globale des fonds qui pourraient intéresser les historiens en histoire environnementale ou autres, notamment dans certaines séries plus particulièrement. Alors, pour ce qui est des archives médiévales et de l'époque contemporaine, on a énormément de choses sur les moulins, par exemple. Et puis, pour l'époque moderne, on a les séries du Conseil et de la Maison du Roi, où on retrouve des informations intéressantes sur les parcs, la chasse, les forêts. Dans la sous-série concernant les finances, on a tout ce qui est gestion des déchets et la taxation liée à cette gestion, les fonds de la marine également. Et puis, on a tous les fonds qui sont conservés sous la série F, qui est la série des fonds des ministères et des administrations qui en dépendent. Et donc là, on a aussi énormément de choses. Alors, par exemple, dans les sous-séries F10 sur les eaux et forêts, mais aussi sur les industries et manufactures en F12, les mines, la police des eaux en F14, et puis beaucoup de choses aussi en F15 sur la santé et les sinistres, ce qui aujourd'hui, on le sait, ont des liens très particuliers avec l'état de l'environnement. Après, on a également des fonds divers, notamment des fonds d'école. Pour l'école de Grignon, on a la sous-série AJ 84.
Et on a aussi quelques archives du Muséum d'histoire naturelle jusqu'aux années 30. Alors, au cours du 19e siècle, on a déjà des mesures, des décrets et des lois qui commencent à protéger, qui commencent à encadrer les pollutions en tout genre. Pour citer un exemple, en 1810, on a le décret impérial concernant les manufactures qui répandent des odeurs incommodes. Mais c'est véritablement à partir du XXe siècle que la législation se développe, avec notamment en 1906 la loi qui organise la protection des sites et des monuments naturels. À partir du XXe siècle, donc c'est là qu'on a vraiment beaucoup plus d'archives concernant l'histoire de l'environnement. Et avant la création d'un ministère dédié, ce sont tous les autres ministères qui ont des attributions en lien avec l'environnement. Donc, pour en citer quelques-uns, les principaux producteurs d'archives, il y a le ministère de l'Agriculture, bien sûr, avec tout ce qui est lié aux eaux, aux forêts, à la protection végétale et à la protection animale. Le ministère de l'équipement, donc l'ancien ministère de l'équipement pour tout ce qui est urbanisme, aménagement du territoire. Le ministère des Affaires culturelles, donc l'ancêtre du ministère de la Culture pour la protection des monuments naturels. Et puis également même l'enseignement, puisqu'on a des archives sur l'éducation à l'environnement. Donc, alors ce n'est pas une liste exhaustive, puisque plus ou moins tous les ministères touchaient à certains domaines qui ont ensuite été confiés au ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement à partir de 1971. Alors, donc, comme je l'ai dit, la plupart des archives sont des archives publiques, c'est-à-dire des archives des ministères, des cabinets, des directions et services de ces ministères, mais également de ce qu'on appelle les opérateurs de l'État, qui sont des organismes rattachés au ministère de la Transition écologique. Pour citer un exemple, on a énormément de fonds de l'ADEME et de ses ancêtres, donc qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Pour ce qui est des contenus de ces archives, on voit qu'on a quand même une très grande richesse du point de vue des sujets abordés par ces fonds. Mais cette richesse et cette variété, elle se traduit aussi au niveau des supports, puisque alors on a une majorité d'archives dites standards, donc des archives papier, mais on a également on conserve également d'autres types de supports. Alors là, je vous donne quelques exemples de fonds d'archives papier donc, qui sont relatifs à la protection des aires marines. Et on a donc des fonds iconographiques, que ce soit des affiches, des photographies, des diapositives, et notamment un fonds d'affiches assez riche maintenant, et qu'on complète au fur et à mesure, notamment des dons des associations. Donc là, pour vous donner quelques exemples, on a une affiche de Natura 2000, une autre au milieu sur le Grenelle de l'environnement, et puis une dernière sur les sites protégés, donc par la loi de 1930. Enfin, on a également des archives audiovisuelles. Alors là, je vous ai mis uniquement des captures d'écran d'un spot de sensibilisation qui date des années 80, qui a été fait par l'ANRED, qui est l'Agence nationale de récupération et d'élimination des déchets, et qui faisait des petits spots publicitaires pour sensibiliser les citoyens contre la pollution. Et là, c'était sur le déversement des huiles usagées dans la nature. Alors, on conserve aussi sur le site de Pierrefitte-sur-Seine d'importants fonds d'archives privés. Et là-dessus, donc, je rebondis sur tout ce qui a été dit précédemment, et notamment par Patrick, sur la collaboration
entre les archives nationales et l'APNE, qui est très précieuse puisqu'elle nous permet de compléter les fonds d'archives publiques qui nous donnent une certaine version de l'histoire de l'environnement, une vision institutionnelle et qui ne nous permet pas d'avoir une vision globale de tout ce qui se fait dans le domaine de l'environnement, qui est très lié au militantisme. Et donc, en cela, d'avoir des dons d'archives, soit de personnalités, donc on l'a vu avec Monsieur Legrand, soit d'associations, c'est très important pour reconstituer aussi cette histoire. Et l'avantage aussi d'avoir ces fonds privés, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont déjà librement communicables. Donc, pour les chercheurs, c'est aussi intéressant de viser ces fonds-là. Pour citer quelques exemples de dons, puisque bon, là, on a déjà instauré une dynamique avec l'APNE pour favoriser justement les dons, pas seulement aux archives nationales, soit dans les archives départementales, soit voilà, les fonds restent chez les donateurs ou dans les associations. Mais l'important, c'est de pouvoir les recenser, de savoir qu'ils existent et savoir qui contacter si on souhaite les consulter. Donc, on a reçu les fonds de FNE en 2021, qui était un complément d'un autre don qu'on avait reçu. On a également reçu les fonds de la SNPN et on va recevoir un complément prochainement. Et effectivement, donc, les fonds de Patrick Legrand et puis de l'APNE pour la partie électronique. Et on a sans cesse des projets nouveaux pour compléter les fonds au sein des archives nationales. Alors, tout ce travail de collecte, de description et de conservation des archives, elle n'a de sens que parce qu'ensuite, on va les communiquer au public. Et donc, la valorisation des archives est très importante. Elle passe par une multitude de biais, notamment, alors ça commence déjà par la communication en salle de lecture. Donc, on a une salle de lecture sur Pierrefitte-sur-Seine et également à Paris. Et ça passe également par les travaux des chercheurs qui rédigent des mémoires, des thèses, qui publient des articles et qui se servent des archives qui sont conservées ici. Par des événements également, donc comme la journée d'études qu'on a organisée aujourd'hui, mais aussi des colloques et des expositions. Et puis, on publie également beaucoup sur les réseaux sociaux. Et là, je vous invite à consulter les réseaux sociaux des Archives nationales, puisque régulièrement, que ce soit dans le domaine de l'environnement ou bien sûr dans d'autres domaines, les agents des Archives nationales rédigent beaucoup d'articles, notamment à l'occasion de certaines commémorations. On avait publié notamment un article sur les 30 ans de la Journée mondiale de l'eau au mois de mars. Donc voilà, régulièrement, on écrit sur divers sujets. Alors, dans une deuxième partie, je vais vous présenter la fiche d'aide à la recherche qu'on a rédigée, notamment à l'occasion de cette journée d'études et du colloque qui va avoir lieu, donc Défendre la nature, prochainement, donc en septembre. Et là, Rémi Luglia vous en parlera plus précisément. Alors, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà, donc là, on se trouve sur le site des Archives nationales et plus précisément sur le site de la salle des inventaires virtuels qui permet aux chercheurs de faire leurs recherches. Donc, pourquoi faire une fiche d'aide à la recherche? Donc, tout d'abord parce qu'il n'y en existait pas encore. Je vais vous montrer la page où donc on trouve tout ce qui concerne l'aide à la consultation
en salle des inventaires virtuels et ensuite en salle de lecture. Il y a énormément de fiches d'aide qui existent déjà sur des sujets très variés et sur des fonds très variés également. Et donc, elles se trouvent toutes sur cette page. Et donc, il n'en existait pas encore pour l'histoire de l'environnement. Et donc, à l'occasion du RUCH et du colloque de septembre, on a eu l'idée de créer cette fiche pour faciliter le travail des chercheurs. Donc là aussi, je vous invite, avant de commencer vos recherches, à consulter ces fiches parce qu'elles sont assez complètes et on n'a pas forcément... on ne sait pas forcément qu'il y a autant de ressources disponibles directement sur le site des Archives nationales. Donc, pour vous la présenter brièvement, et puis vous pourrez la retrouver ensuite sur le site, donc il s'agit d'une fiche où vous trouverez en introduction une brève histoire de l'environnement et de ses archives, donc, dont j'ai parlé un petit peu rapidement en première partie. Donc, vous retrouverez la mention des 3 volumes d'André Corvol, les liens également des fonds que j'ai cités. Donc là aussi, ça sera intéressant pour ceux qui travaillent sur ces périodes-là d'avoir directement les fonds, les liens des fonds mentionnés. Donc voilà. Et ensuite, quelques exemples de fonds de ce qu'on appelle la série continue. Donc, il y a la série F, par exemple, donc, qui est mentionnée, donc toutes les séries qui sont mentionnées par des lettres, qui sont les séries les plus anciennes, et puis les séries ensuite par numéro de versement, qui se présentent de cette façon en 2021 pour l'année d'entrée, et ensuite l'ordre d'arrivée au sein des Archives nationales. Ensuite, dans une deuxième partie, vous trouverez donc la présentation des typologies d'archives conservées aux Archives nationales, donc à la fois les archives publiques et les archives privées. Pour ce qui est des archives publiques, ce qu'on a décidé de mettre également, c'était les liens de quelques exemples de fonds pour que vous ayez une idée aussi des types de documents qu'on peut conserver. Et c'est aussi une incitation à venir étudier ces fonds-là qui sont assez peu exploités, pourtant extrêmement riches, notamment pour tout ce qui concerne les eaux et forêts. Par exemple, on a énormément de choses, toutes époques confondues, ou tout ce qui concerne également la prévention des pollutions et des risques, ou encore la direction de la nature et des paysages, qui est pour le coup là une direction qui a été très stable depuis la création du ministère. Donc on peut avoir une vision sur le très long terme grâce à ces séries. Donc un petit paragraphe également sur les archives privées. Une précision par rapport à ce que vous ne trouverez pas aux Archives nationales. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les fiches d'aide à la recherche. Nous, on conserve tout ce qui a un lien avec l'action nationale. Donc, ça vaut aussi pour les associations, toutes les actions qui ont une portée nationale. Pour celles qui œuvrent à un niveau plus localisé, alors à ce moment-là, les archives se trouveront plutôt dans les archives départementales, voire municipales, ou dans d'autres structures. Ensuite, vous trouverez également sur cette fiche quelques petites clés méthodologiques, puisqu'il n'est pas toujours évident ni instinctif d'utiliser la salle des inventaires virtuels. Donc, ça demande quand même de s'approprier l'outil et de vraiment faire quelques recherches pour s'y habituer. Donc, la salle des inventaires virtuels va bientôt s'appeler la salle de lecture virtuelle. Donc, vous aurez accès à d'autres données qui n'étaient pas accessibles à distance auparavant. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être mis en place prochainement. Donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, c'est un outil qui vous permet de faire des recherches par mots-clés, donc grâce à la barre de recherche. Vous pouvez également faire vos recherches par producteur d'archives, si vous le connaissez.
Ça vous donne comme résultat, on va prendre l'exemple du fonds de Patrick Legrand, vu qu'on en a parlé plus précisément. Donc, ça va vous donner accès à un ensemble d'inventaires. Donc là, on a tout de suite le fonds qui correspond à notre recherche. On va pouvoir consulter l'inventaire, à la fois en ligne aussi sous version PDF, qui est quand même plus facile à utiliser. Et ensuite, vous aurez accès à toute la description du contenu du fonds. Donc, ça vous permettra de repérer les cotes qui vous intéressent pour ensuite pouvoir les commander et y accéder en salle de lecture. Alors, pour cela, je précise aussi qu'il est nécessaire d'avoir un compte de lecteur que vous pouvez créer donc à partir de cette page-ci et qui vous permettra de réserver à l'avance des cotes avant de venir sur place et puis de faire tout type de demande grâce à votre compte personnel. Ensuite, pour revenir sur la fiche d'aide à la recherche, vous retrouverez aussi à la fin un ensemble de liens qui peuvent aussi vous intéresser. Donc, les liens vers le site de l'apnée et du guide des sources, mais aussi le lien vers la revue pour mémoire du comité d'histoire, où vous retrouverez aussi des actes de colloque. Donc, tout est en ligne. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir retrouver certains événements qui ont eu lieu donc, grâce à la numérisation de ces revues. Le lien vers le RUCH, où vous retrouverez tous les événements liés à la protection de l'environnement, donc des colloques, des journées d'études. Les liens pour les portails de France Archives et le portail européen des archives, ainsi que le site de Légifrance. Là aussi, ça peut être très utile pour les chercheurs pour accéder à tous les décrets et les arrêtés relatifs à l'environnement. Et puis, une très courte bibliographie, c'était surtout pour mentionner donc les manuels, les guides des sources, et puis un ouvrage sur le droit de l'environnement qui est assez précis, notamment sur l'historique de l'histoire de l'environnement en France. Pour conclure rapidement, je précise aussi que cette fiche, elle va être amenée à évoluer. C'est un petit peu comme le guide des sources. Là, j'en ai discuté notamment avec mes collègues chargés des fonds privés et des fonds de l'époque médiévale. Donc, pour certaines parties de la fiche, on va avoir des révisions régulièrement pour apporter quelques précisions. Après, la fiche a vocation quand même à rester lisible, donc elle ne sera jamais exhaustive, mais ça permettra aux chercheurs d'avoir déjà une vision globale et puis de savoir par où commencer leur recherche, surtout pour ceux qui en sont au début de leur recherche, et donc de faciliter leur travail. Donc, merci à tous pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions sur les fonds des archives nationales et sur cet outil de recherche? Dans la salle, oui, Patrick. Ce qui peut être intéressant aussi comme source, c'est l'Institut national de l'audiovisuel, qui conserve beaucoup de vidéos par essence même. Donc, je te laisse répéter. Et donc là, vous allez avoir au sein de l'INA, en interrogeant directement, beaucoup de je prends l'exemple très précis, ça peut être des petites vidéos d'entretien de ministre, par exemple, mais vous avez aussi, par rapport à des émissions liées à la mer, je pense à ça, puisque c'est des archives publiques concernant les choses publiques, et ainsi de suite. Et là, on arrive à avoir des informations extrêmement précises, quoi, à ce niveau-là. Par exemple, moi, j'ai regardé les véhicules électriques, et là, il y avait un petit reportage de 1968. 1968. Ah, je veux dire, 58 heures, on commence à se réveiller. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant, ce type de source, qui surprend beaucoup
qui surprend beaucoup parce qu'on a plus l'habitude du papier, pourquoi pas du numérique, mais l'audiovisuel, ce n'est que l'audiovisuel linéaire. Donc là, ça peut être assez intéressant. Les chaînes publiques versent systématiquement les liens. Je pense que ça peut être une autre source intéressante. C'est vrai qu'après, il faut penser à chercher un petit peu partout. Et effectivement, pour tout ce qui est audiovisuel, alors nous, on a des fonds audiovisuels, mais effectivement, l'INA, ça a aussi l'avantage d'être accessible, donc ça permet de compléter ces recherches aussi. Parmentier. Une question, donc, concernant les archives ecclésiastiques. On sait donc pour les périodes plus anciennes, voire même récentes, les institutions ecclésiastiques sont très grandes pour rien. Donc, à ce titre-là, on a vraiment une action, on peut avoir une action sur l'environnement, sur la nature. Et donc, comment s'inscrivent en fait, ces archives-là dans l'action d'inventarisation et des guides que vous... Alors, donc, c'est une bonne question pour parler un peu de l'organisation aussi des archives nationales. Donc, nous, on est organisé en départements avec chacun ses attributions et effectivement, alors pour l'environnement, moi, par exemple, je suis responsable des fonds de l'environnement, ce qui veut dire que je me charge des fonds qui ont été produits par le ministère de la Transition écologique depuis ses débuts. Donc, pour tout ce qui est archives ecclésiastiques, là, ce sera dans d'autres fonds, donc qui ne seront pas du coup répertoriés dans les guides des sources. Là, il faudra plutôt, c'est un petit peu comme pour les archives plus anciennes, il faut creuser dans d'autres fonds et c'est là où c'est très important de bien connaître les juridictions et donc les producteurs d'archives pour savoir ensuite vers quel fonds se tourner pour avoir des informations. Après, sur le guide d'André Corvol, qui est quand même assez large, je me demande s'il y a des choses là-dessus. Alors, dans mon souvenir, pas forcément, mais comme il donne quand même une bonne vision assez large, il y a peut-être des choses là-dessus. Mais effectivement, là, il faut savoir qui a produit les archives pour vraiment pointer vers le fond qui peut nous intéresser. La question portait sur les archives ecclésiastiques en tant que grand propriétaire terrien. Je ne suis pas sûre que en Zoom, ils entendent les interventions par micro à partir de la salle. Avec le micro. Je pense que... ils entendent pas. Désolée, on a bien un micro, mais je ne suis pas sûre que ce soit bien relié. Patrick Février. Oui, quelle est l'articulation que les archives nationales peuvent avoir avec les fonds qui sont parfois dans les entreprises publiques ou privées? Je pense par exemple aux la SNCF, les sociétés d'eau, effectivement, l'utilisation peut permettre à un chercheur d'avoir des liens importants de pouvoir s'adresser à d'autres fonds parfois importants de ces liens. Alors, pour ce type de fonds, alors il y a beaucoup de choses qui seront aux archives nationales du monde du travail. Donc, effectivement, là, le guide des sources, je pense que ça, pour l'instant, on a simplement les fonds, ce qui est déjà beaucoup, mais les fonds qui sont aux archives nationales et puis dans des centres, voilà, dans les archives départementales. Mais après, effectivement, pour être vraiment exhaustif, oui, ça demanderait de compléter avec ce type d'archives-là. Mais là, pour le coup, ce ne sera pas forcément aux archives nationales. En tout cas, pas toujours.
Une question aussi, je voudrais savoir ce que vous faites des informations qui ont été demandées dans les années 1990 par les Archives de France à chaque site d'archives départementales concernant les archives de l'environnement, principalement au 19e siècle, et puis certaines archives départementales s'étaient lancées aussi dans un inventaire des archives de l'environnement au 20e siècle. Donc, d'après ce que j'ai compris, ces inventaires sont assez inégaux d'un site à l'autre, mais à la fois d'une très grande richesse. Est-ce qu'on en fait quelque chose aujourd'hui dans les années 2020, au moins de recenser ce qui existe Alors, effectivement, alors pour les périodes les plus anciennes, et après, là aussi, pour les périodes plus récentes, c'est pareil, les inventaires sont plus ou moins bien... sont plus ou moins bien rédigés et plus ou moins précis, surtout. Et pour les plus anciens, alors je sais qu'il y a des collègues donc, qui sont chargés des fonds de l'époque médiévale et moderne, qui font ce travail aussi de reprise d'inventaire et de mise en ligne, parce qu'il y en avait beaucoup aussi qui n'étaient pas sous format électronique, et donc il a fallu reprendre. Donc effectivement, c'est quelque chose qui se fait. Alors au démarre, il me semble, donc c'est le département du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime, ils ont fait un gros travail de reprise d'inventaire et de mise en ligne. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont été reprises et ensuite mises à disposition. Après, ça ne se sait pas forcément. Donc c'est vrai que c'est... dommage. Oui. Et c'est vrai que c'est... malheureusement, peut-être, c'est aussi aux chercheurs d'aller un peu à la pêche aux informations. Mais en tout cas, oui, ces inventaires, ils ont été mis en ligne sur la CIV. Donc, on peut les retrouver pour les périodes les plus anciennes. Ils existent. Parce que moi, ce dont j'avais connaissance, c'était vraiment France 19e siècle. Il y a eu cette commande auprès des archives départementales dans les années 1990. Oui. En lien avec le groupe d'histoire des forêts, André Corvol. D'accord, oui. Oui, donc c'était très spécifique. Donc, il existe, il existe quand même une matière documentaire. Oui, importante. Alors oui, là pour le coup, nous on diffuse seulement les inventaires. Alors après dans les inventaires, on a aussi des parties où on peut préciser tout l'historique dans la partie introductive. Donc peut-être qu'il y a aussi une reprise de ces informations, enfin de la documentation, de tout ce qui a été fait dans ces inventaires-là. Mais c'est vrai que c'est un travail assez long. Et donc, ça se fait petit à petit, mais oui, il y a beaucoup de choses qui ont été récemment mises en ligne. Et sur les eaux et forêts, il y a beaucoup de sources aux archives nationales. Henri Jaffeux. S'agissant des archives du ministère des Affaires étrangères, je dis cela parce que, notamment dans le prochain colloque, nous abordons une question de l'internationalisation de la protection de la nature, elle aussi qui est déjà très ancienne. Est-ce que vous avez les fonds du ministère des Affaires étrangères? Je crois que ce n'est pas ici, c'est à Montreuil. Et comment peut-on interroger les collègues de Montreuil sur ces fonds-là? C'est ma première question. La deuxième, c'est les archives d'Aix-en-Provence sur l'outre-mer et la colonisation, puisque là aussi, il y a beaucoup de thématiques qui peuvent être accrochées à la nature et à l'environnement. Comment peut-on accéder de la même façon que vous venez de nous l'expliquer? Oui. Alors, pour ce qui est des archives à Aix, ils ont aussi un site internet où on peut faire des recherches par mots-clés aussi, donc un petit peu le même système, il me semble, qu'ici. Donc là, c'est tout à fait possible. Après, pour les archives des affaires étrangères, donc effectivement, on ne les a pas, parce que c'est un service d'archives à part entière. Mais alors là, je ne sais pas s'ils ont un site pour... oui. Ce qui me fait intéressant, je pense, par rapport à ces deux exemples, ce qui serait peut-être intéressant dans les fiches, c'est de marquer ces liens. Oui. Déjà. Et c'est vrai qu'au niveau de ce qui est archives diplomatiques, oui, ils ont un site. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est ce qui se fait. Et même, on pourra même donner des contacts,
consultants, des conservateurs, conservatrices pour ce travail-là. Donc, de la même manière, je pense au ministère des Armées, pour notre réseau. Ça nous a beaucoup intéressé par rapport à la réserve de Camargue, puisqu'on est en train de travailler avec la CNDA. Et donc, on savait que durant une certaine période, il y avait eu des essais par militaires. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris contact avec les conservateurs, conservatrices, pour essayer de trouver comment arriver à trouver les sources. On a donné des sources. Donc, on peut faire exactement la même manière. Oui, ça fonctionne à peu près de la la même façon. Bien entendu. Oui. Ça ne fait rien aux sources en tant que telles. Oui, puisque tout n'est pas forcément librement communicable. Il peut y avoir des délais, mais après, oui, Ou la source. c'est ça. Et ça doit fonctionner un peu comme chez nous, avec la possibilité de consulter sur place ou de demander des reproductions. Exactement. Et c'est vrai qu'on peut utiliser le réseau, quoi, des archives professionnelles qui sont tout simplement à l'endroit qui nous intéresse. Ils vont nous aider systématiquement. Ils vont vous aider en disant oui, retrouver voilà, le lien. Bien, merci beaucoup Barbara pour ces pistes donc de recherche dans les fonds des archives nationales.